Ok, la vidéo a démarré. Et ben, on peut attaquer, et puis si il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route, ben, ils prendront le train en marche. Je vais commencer par me présenter, pour voilà, ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sylvain Bermond, je suis psychologue, je travaille dans le secteur médico-social auprès d'adultes handicapés. Je suis également délégué du personnel dans l'association qui m'emploie. Et j'ai rejoint récemment Nouvelle Donne, dont certains d'entre vous sont membres, donc un parti progressiste qui a une forte démocratie interne. Mais l'essentiel de mon parcours militant jusqu'à présent a été dans le secteur associatif. J'ai présidé pendant quelques années une association écologiste sur Lyon et j'ai réalisé de nombreuses interventions publiques en conférence ou dans les médias sur des sujets tels que les agrocarburants, l'accaparement des terres agricoles dans les pays du Sud et surtout sur les traités de libre-échange, les accords de commerce international et leurs conséquences sociales et environnementales. Depuis quelques années, je me suis tourné vers l'écriture et donc j'anime un blog sur le club de Mediapart où je publie des articles qui traitent de la démocratie et de la justice sociale. De certains de ces articles, j'ai tiré un livre qui s'appelle « Des inégalités justes, point d'interrogation, plaidoyer pour une redistribution des richesses ». C'est un livre qui s'intéresse, qui pose cette question, à quelles conditions il peut y avoir des inégalités justes. Parce que si on pense qu'il ne peut pas y avoir d'inégalité juste, c'est-à-dire que tout le monde devrait gagner la même chose, la plupart d'entre nous ne pensent pas ça. Et donc, à partir de là, il faut définir des critères pour savoir qu'est-ce qui peut être une inégalité juste. Le livre examine les arguments les plus couramment utilisés pour justifier les inégalités, comme le diplôme, la productivité individuelle, les postes à responsabilité ou encore la pénibilité du travail. Pourquoi je vous parle de ça? Alors, ce n'est pas que pour faire la pub du livre, c'est aussi pour dire que ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir. En tout cas, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais la présentation que je vais vous faire ne va pas traiter de ça, elle va traiter de comment réduire les inégalités, donc une question pratique. En partant du principe, voilà, si on estime que les inégalités sont excessives, comment est-ce qu'on peut les réduire? Je vérifie qu'il n'y a personne qui attend pour rejoindre le webinaire. Merci. Voilà, il y a 3 personnes qui nous rejoignent. Et une quatrième. Bonjour tout le monde. Voilà, on est en train de démarrer. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, le sujet voilà, de la présentation, ce sera ça, ce sera comment réduire les inégalités, donc une question concrète. Et la proposition donc, de réforme politique que je vais vous faire, ce sera essentiellement une proposition fiscale. La présentation durera une grosse demi-heure, et puis après, on aura tout un temps pour échanger sur les sujets qui vous intéressent, évidemment à partir de vos réactions. Pendant cette présentation, si vous souhaitez demander des précisions ou des clarifications, n'hésitez pas à activer votre micro et puis interrompez-moi. Surtout que je ne verrai peut-être pas le chat et autres fonctionnalités, donc il vaut mieux intervenir oralement. Tout ce qui est complément, critique, objection ou commentaire, je vous propose de le garder pour la partie échange, comme ça on pourra en discuter tranquillement. Eh bien, on est bon sur le fonctionnement, on va pouvoir démarrer. Est-ce que quelqu'un a des questions à ce stade? Une fois, 2 fois, 3 fois. Pour l'instant, non. Alors, tac. Voilà, j'affiche le diaporama. Et on peut démarrer si jamais il y a quelque chose à un moment qui ne va pas en termes au niveau de l'image ou du son. Voilà, intervenez, comme ça on essaiera de régler ça. Tac. Je regarde une dernière fois s'il n'y a personne qui attend pour rejoindre. Non, c'est OK. Je crois qu'on a perdu là. Qu'est-ce que vous voyez apparaître comme écran? L'écran avec les bonhommes, là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, c'est bon. C'est bon là, c'est bon là. C'est la page de...
de titre. OK. Alors, comment réduire les inégalités? Donc, première étape de la démarche, si on veut les réduire, il faut déjà les connaître. Et donc, on va, avec ce premier visuel, se faire une idée de comment la richesse est répartie, en tout cas comment les revenus sont répartis entre différentes partie de la population, avec un échantillon d'abord de métiers et le salaire net qui est associé. Donc, on voit, on démarre avec les auxiliaires de vie scolaire qui s'occupent des enfants handicapés qui tournent autour de 2300 € par mois. Et puis, on monte un petit peu avec voilà, des gens qui travaillent dans le commerce, dans la police, des manutentionnaires, pour aller vers une espèce de classe moyenne, voilà, avec des gens qui gagnent un peu mieux. Et puis, on arrive vers le haut du graphique à des revenus voilà, bien supérieurs qui dépassent 3 000, 4 000, 5 000 € par mois. Ensuite, sur des postes de direction dans des grandes entreprises. Voilà, il y a des professions à haut revenu que je n'ai pas intégrées dans le graphique parce que c'est des professions libérales comme les médecins ou comme les avocats. Et donc, c'est un peu difficile de savoir précisément leurs revenus. On a des ordres de grandeur que je pourrais partager avec vous si vous le souhaitez. Mais voilà, donc je ne les ai pas mis faute de précision. Là, c'est pour être un petit peu dans le concret, déjà de voir un peu où se situent les gens selon leur métier, en sachant qu'il s'agit d'un salaire médian. Donc, pour rappel, la différence entre la moyenne et la médiane. La médiane, c'est la valeur qui partage une population en deux groupes de même taille, c'est-à-dire pour les auxiliaires de vie scolaire, si on a une médiane autour de 1200, 1300 €, ça veut dire que la moitié des auxiliaires de vie scolaire gagnent plus et la moitié des auxiliaires de vie scolaire gagnent moins de 1200 €. Même chose pour les directeurs de grandes usines tout en haut du graphique. La moitié gagne moins de 10 000 € par mois et l'autre moitié gagne plus. Pour parvenir à faire un peu plus des généralités pour y voir un peu plus clair, on peut diviser la population en 3 catégories. On a ici un revenu mensuel moyen avant impôt par adulte, avec une première catégorie à gauche qui est la moitié la plus modeste de la population, tout à droite les 10% les plus aisés qui ont le revenu le plus élevé, et au milieu 40% qu'on pourrait appeler une classe moyenne, en tout cas plusieurs définitions de la classe moyenne, mais il se situe entre ces deux groupes. Chez les 50% les plus modestes, on a un revenu moyen autour de 1 500 €. Au milieu, plus 3 500 € avec des grandes disparités à l'intérieur de chaque groupe, puisque c'est des groupes assez vastes. Donc, dans le milieu, il y aura peut-être des gens qui sont à 2 000, 2 500 € par mois, puis d'autres plutôt à 4 000, 4 500. Et enfin, chez les plus aisés, là, on a des chiffres qui montent beaucoup, beaucoup plus haut, avec un revenu moyen de 10 000 €, avec des grandes disparités. C'est des catégories hétérogènes. Donc, chez les 10% les plus aisés, on a peut-être des gens qui sont à 6 000, 7 000 € par mois, et puis d'autres gens qui sont à 100 000 ou 200 000 par mois, parce qu'ils font partie aussi de ce groupe. Ça, c'est au niveau des revenus. Or, l'inégalité, ce n'est pas que les revenus, c'est aussi ce qu'on possède, le patrimoine. Et donc, le graphique suivant traite de ça avec un patrimoine moyen par adulte. Toujours les mêmes catégories. Et donc, nos 50% les plus modestes, ici, on s'aperçoit qu'ils ne possèdent à peu près rien. On a l'échelle à gauche en milliers d'euros. Donc, 1000 milliers d'euros, c'est 1 million d'euros. Les 50% les plus modestes donc, voilà, sont à peu près dénués de patrimoine. Les 40% du milieu par adulte, on aura à peu près 200 000 €, la valeur à peu près d'un appartement ordinaire. Et c'est souvent ça, hein, chez les classes moyennes, on possède en priorité son logement, en tout cas en France. Donc ça ne rapporte pas forcément, mais ça permet d'éviter d'avoir à payer un loyer. Et chez les 10% les plus aisés, alors ça explose, on a un patrimoine qui s'approche de 1 400 000 € par personne, à nouveau avec des grandes disparités, c'est-à-dire dans cette catégorie, on aura des gens qui posséderont peut-être 600 000 €, donc c'est déjà ça, et d'autres personnes qui sont des multimilliardaires. Donc voilà, ça c'est une moyenne. Mais ce qu'on constate par rapport au graphique précédent, c'est que les inégalités de patrimoine sont encore bien plus extrêmes que les inégalités de revenus. J'avais indiqué dans le graphique précédent, je vais le remettre, c'était un revenu avant impôt. Peut-être certains d'entre vous se sont dit, mais quand même, on est en France, on a une fiscalité redistributive et qui réduit les inégalités, donc après impôt, ce n'est sans doute pas si grave. Eh bien, je vais les décevoir.
Parce qu'en fait, quand on regarde le taux global d'imposition, on s'aperçoit que les plus riches payent en fait moins d'impôts que les plus pauvres. Je vous présente ce visuel-là. Là, on a divisé la population en 4 catégories pour avoir une vision un petit peu plus fine. Donc, on a une première catégorie, c'est les 10% les plus pauvres. Une très très large classe moyenne qui mérite peut-être sans doute même pas ce nom, qui comprend peut-être 95% de la population en fait, qui est à peu près sur le même taux d'imposition, donc je l'ai mise là. Et les 1% les plus riches, et ensuite les 0,1% les plus riches, c'est-à-dire une personne sur 1000, pour faire un zoom sur le haut de la pyramide des revenus. C'est un taux global d'imposition, tout prélèvement obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? On inclut tous les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire non seulement l'impôt sur le revenu, évidemment, mais les cotisations sociales, la CSG, les droits de succession, l'impôt sur les sociétés, la TVA, tout ce qu'on paye, en fait, que ce soit à l'État ou à la sécurité sociale, tout ce qu'on paye sans qu'on nous demande notre aide. Et donc, en France, le taux de prélèvement obligatoire sur l'ensemble de l'économie, il est proche de 50%, c'est un des plus élevés du monde. Donc, rien d'étonnant à ce que la plupart des gens payent un taux de prélèvement obligatoire qui est autour de ce niveau-là. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'en fait, quand on reçoit un salaire net, par exemple, si on est salarié, et là, on reçoit un revenu qui a déjà été amputé de plusieurs prélèvements, par exemple les cotisations sociales et la CSG, et l'impôt sur le revenu maintenant. Donc, en fait, il y a toute une partie de l'argent qui a déjà été prélevée, mais qui ne passe pas entre nos mains. De même, il y a des taxes qui sont discrètes, plein de taxes sur la consommation qu'on paye. On la paye en même temps qu'on achète le produit. Si j'achète un sandwich, je paye la TVA sur ce sandwich, mais je ne la paye pas séparément. Le prix affiché en magasin inclut la TVA. Donc, en fait, tout au long de l'année, j'en paye beaucoup, mais je ne me rends pas forcément compte parce que c'est une taxe qui est prélevée de manière discrète. Et au bout du compte, quand on cumule tout ça, la plupart des gens payent pas loin de 50% de leurs revenus en prélèvement obligatoire. Alors, en termes de justice fiscale, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc une très très large classe moyenne qui paye un peu moins de 50% de prélèvement obligatoire. Chez les plus pauvres, c'est un peu moins. C'est déjà ça, c'est-à-dire qu'on est plus vers 45%. Ils ne sont pas beaucoup épargnés non plus. Je précise que ce graphique ne concerne que les personnes qui travaillent à au moins 80% du temps plein. Donc, ça n'inclut pas les gens qui sont sans emploi ou qui ont un temps très partiel de travail. Et donc, voilà, chez les travailleurs à bas revenus, à plus bas revenus, on a ce taux de prélèvement voilà, qui est un peu plus faible, mais pas beaucoup. Et chez les 1% les plus riches, déjà, on va être encore un peu en dessous. Pas beaucoup, mais on est plus entre 40 et 45% de taux de prélèvement obligatoire. Et quand on va encore plus haut dans l'échelle des revenus, chez les 0,1% les plus riches, là, on a un taux de prélèvement qui descend en dessous de 40%. Donc, au bout du compte, après impôt, l'écart entre les plus riches et le reste de la population est encore plus grand qu'avant impôt. C'est ce que nous apprend ce graphique. Ça, il va falloir l'expliquer. Avant de rentrer plus dans le détail, on va préciser quelques notions de fiscalité, alors, sans aller très loin. Tout simplement, 3 types d'impôts du point de vue de la justice fiscale. On distingue 3 types d'impôts. En haut, on voit un impôt proportionnel. C'est le même graphique qu'on a vu tout à l'heure, mais adapté pour montrer les 3 types d'impôts dont on parle. Un impôt proportionnel, c'est le même taux pour tout le monde. Imaginons, tout le monde paye 49% d'impôt sur son revenu, et c'est pareil pour les riches et pour les pauvres. Ça, c'est un impôt proportionnel. Il n'a pas d'effet sur les inégalités. Il ne les accroît pas, il ne les réduit pas. Il n'a pas d'effet. En dessous, l'impôt régressif. Plus on est riche, plus le taux diminue. Et donc, cet impôt a pour effet d'accroître les inégalités. En dernier, tout en bas, l'impôt progressif. Plus la richesse augmente, plus le taux augmente, et donc cet impôt a pour effet de réduire les inégalités. Donc, si on veut réduire les inégalités, ça va être ça notre objectif, d'avoir un système fiscal progressif. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour l'essentiel, notre système fiscal en France est plutôt régressif. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Pour ce faire, il faudra décomposer. On a des bruits parasites. Si on peut éteindre les micros,
et juste les rallumer quand on se parlera. Merci. Pour comprendre pourquoi le système fiscal français est pour l'essentiel régressif, il va falloir décomposer les prélèvements obligatoires en France. Donc c'est ce que fait ce visuel. On va mettre une toute petite seconde pour vérifier qu'il n'y a personne qui attend dans le lobby, ce qu'ils appellent le lobby dans ce logiciel. Non, c'est bon. Donc, on peut continuer. Ici, dans ce visuel, chaque prélèvement obligatoire est représenté par une surface qui est proportionnelle à son importance dans les finances publiques. On démarre par ce gros carré bleu, c'est les cotisations sociales. Donc, c'est ce qui permet de financer les retraites, l'assurance chômage, l'assurance maladie, et ainsi de suite. Alors, question piège, les cotisations sociales, c'est quoi comme type d'impôt? Est-ce que c'est proportionnel, régressif, progressif? Ne vous bousculez pas. Oui. Est-ce que quelqu'un souhaite apporter une réponse là-dessus? Oui, je peux proposer une réponse. Je ne sais pas si elle est bonne. Ouais. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est régressif quant au niveau des cotisations. Ouais. Après, j'imagine que si on considère le fait que ces cotisations sont ensuite redistribuées aux mêmes personnes, peut-être que cet effet s'annule. Je ne sais pas si. Voilà, si on inclut l'usage qui est fait en fait de ces cotisations sociales, c'est ça que tu dis? C'est ça. Oui, c'est-à-dire que les gens, par exemple, qui sont milliardaires, ils ne vont pas être plus malades que les gens qui sont smicards. Et donc, finalement, les milliardaires payent plus en valeur nominale, en euros de cotisations sociales que les smicards. Et donc, finalement, ils récupèrent moins d'argent là-dessus puisqu'ils ne sont pas plus malades que les smicards. Et au bout du compte, c'est pas si régressif. C'est ça que tu dis? Oui, ce serait l'idée. En tout cas, pas. Je me dis, il y a peut-être ça à prendre en compte si on fait un bilan global. Alors, c'est effectivement vrai, dans l'usage qui est fait ensuite de la dépense publique, du coup, de la dépense de la sécurité sociale pour le chômage, pour la vieillesse, pour la maladie. Si on est, donc ta remarque est juste, hein, si on est strictement du côté du prélèvement, et du coup, on retombe sur ce que tu disais au début, c'est-à-dire la cotisation sociale est régressive parce qu'elle porte uniquement sur les revenus du travail. Or, plus je suis riche, plus les revenus du travail constituent une part minoritaire de mes revenus. Plus on est riche, plus on a des revenus du capital. Ça ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est une tendance statistique qui est très établie. Et donc, ça veut dire qu'on va être moins concerné par les cotisations sociales. Dans les 1% les plus riches en France, la moitié des revenus sont issus du capital. L'autre moitié est issue du travail. Ça veut dire que la moitié des revenus des 1% les plus riches n'est pas soumise aux cotisations sociales. Donc, plus on monte, et surtout quand on arrive dans le haut de la pyramide des richesses, il y a beaucoup moins de cotisations sociales en pourcentage du revenu. Donc, ça va avoir un effet régressif à ce niveau-là. Deuxième rectangle, le rectangle jaune, TVA et impôts indirects, les taxes sur la consommation, taxes sur l'essence, sur l'électricité, le tabac, l'alcool, et ainsi de suite. Ça, c'est la principale source de revenus de l'État. Ce sont des prélèvements qui sont régressifs. Pourquoi? Parce que plus on est riche, plus on épargne. Et donc, plus j'épargne, moins je consomme. Si je suis à un niveau de richesse où je ne sais plus trop quoi faire de mon argent, et donc, en tout cas, j'ai la possibilité d'épargner, d'accumuler, et donc je vais épargner la moitié de ce que je gagne tous les mois, ça veut dire que cette moitié qui est épargnée ne sera pas soumise aux impôts sur la consommation, bien évidemment, puisque je n'en consomme pas. Donc, plus on est riche, moins on est soumis aux taxes sur la consommation. Rectangle suivant, la CSG, donc contribution sociale généralisée, qui sert à financer la sécurité sociale. La CSG, elle est proportionnelle dans son principe, c'est le même taux à peu près pour tout le monde, mais elle est en partie régressive parce qu'en fait, elle porte sur les revenus du travail et elle porte partiellement sur les revenus du capital. Grosso modo, elle ne porte que sur 40% des revenus du capital. Donc, ça veut dire plus on est riche, plus on a de revenus du capital, moins on est concerné par la CSG. Sylvain, est-ce que je peux t'interrompre une seconde, s'il te plaît?
Juste pour que je comprenne, donc les cotisations sociales, retraite, chômage, etc., c'est du régressif, c'est ça? De fait, en De théorie, fait, non, mais alors, c'est régressif est-ce de que je fait. peux juste apporter une petite nuance par rapport à ça? Bien sûr. Il me semble quand même que la grosse majorité des travailleurs ne sont pas forcément des gens très très riches et que d'une façon générale, moi ça m'apparaîtrait plutôt comme quelque chose de quasi proportionnel, non? Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu évoquais les 1% ou les très, très riches qui, eux, vivent de leurs revenus autres que du travail, mais cela représente une toute petite partie, me semble-t-il, non? Oui, tout à fait. La régressivité, elle se fait en haut de la pyramide. Là, voilà, je parlais des 1% les plus D'accord. Et riches. quand on descend, du coup, c'est proportionnel, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, tu sais, sur le graphique, je le remets, le graphique des impôts en France. On avait cette extrêmement large classe moyenne, dont je disais qu'elle inclut, non pas 95%, mais peut-être 85% de la population, qui paye à Ouais. peu près le même taux de prélèvement obligatoire. En D'accord. fait, on a un Voilà, système ok. Donc, fiscal voilà, ok. Donc, cela, c'est du proportionnel. Ok, j'ai la voilà, qui réponse est à ma question. proportionnel Super. pour la majorité de la population et qui devient régressif en haut. D'accord, super. Tout à fait, mais ce que Merci. tu dis est vrai. Donc, la plupart des gens ne sont pas dans les 1%. Et donc, en gros, hein, qu'on gagne 2 000 € par mois ou 6 000 € par mois, là, on- on est concerné à peu près par le même taux de prélèvement. Et c'est quand on monte au-delà, quand on arrive particulièrement dans les 1%, que le taux commence à diminuer. Tout à fait. Sur la CSG, j'avais dit, donc, voilà, pour quelle raison elle est en partie régressive. Interrompez-moi si il y a s'il y a des éléments qui manquent. On a encore un autre rectangle qui est l'impôt sur le capital en bleu, pour le coup, qui est progressif par nature, puisqu'il ne porte que sur le capital, donc que sur les gens qui en ont un de capital. Les gens, on a vu la moitié la plus modeste de la population ne possède à peu près rien, donc on ne peut pas payer l'impôt sur le capital. Ça inclut l'impôt sur les bénéfices des sociétés, ça inclut les droits de succession, l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF, ça inclut la taxe foncière également. Donc ça, c'est les impôts sur le capital. Donc ils sont progressifs en ce qui les concerne. Et il nous en reste un, donc le petit qui est roulé en boule dans un coin, c'est en orange, hier, l'impôt sur le revenu, le fameux. Alors on peut s'étonner qu'il soit petit comme ça dans ce graphique, parce que c'est un impôt qui est très visible et qui est très connu. Avant, il n'était même pas prélevé à la source. Donc, on le payait en une fois dans l'année. Donc, on avait 2 000 ou 4 000 € qui sortaient en un coup dans l'année. Ça, on s'en souvenait, ça faisait un peu mal. Chaque année, on fait la déclaration de revenus pour que l'administration puisse établir l'IR. Et donc, ça nous enquiquine. Il y a des démarches du coup, qui sont liées à cet impôt. Donc, il a une vraie place dans nos vies. Dans les médias, on en parle. C'est l'heure de la déclaration. Attention, il y a une date limite, vous allez subir une majoration. On en profite pour rappeler que cet impôt est progressif, et c'est vrai. La moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Alors, ils payent les cotisations sociales, les taxes sur la consommation, la CSG, mais pas l'impôt sur le revenu, donc il y a un impôt qu'ils ne payent pas. Et les 2/3 de l'impôt sur le revenu sont payés par les 10% les plus riches. Donc cet impôt est véritablement progressif. Problème, il ne représente que 7% de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Donc en fait, il a beau être progressif, il n'est pas suffisamment massif pour qu'avec ces petites forces, il puisse rendre progressif notre système fiscal, puisqu'il est confronté à d'autres prélèvements qui sont beaucoup plus gros que lui et qui sont, eux, régressifs, comme on a pu le voir. Donc, en décomposant comme ça notre système fiscal, on parvient à comprendre pourquoi, dans l'ensemble, il devient régressif en haut de la distribution des revenus. Donc, si on veut réduire les inégalités, il faudra qu'on arrive à ça, à une fiscalité progressive dont le taux augmente avec le niveau de richesse. Comment on y parvient? Je vais vous faire une proposition de réforme fiscale. D'abord, proposition centrale, un prélèvement unique sur le revenu. Ce serait un prélèvement qui serait sur le modèle de l'impôt sur le revenu, mais beaucoup plus conséquent, et qui remplacerait donc à la fois l'impôt sur le revenu tel qu'il existe, qui est trop petit, la CSG et les cotisations sociales. Donc, ce sera un impôt absolument massif, hein, qui représenterait
32% du PIB, donc l'équivalent de ces 3 impôts qui existent actuellement, et donc qui récolteraient environ 800 milliards d'euros par an. Je précise, dans cette proposition, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts, ni d'augmenter ni de diminuer, c'est un débat qui est indépendant. On peut tout à fait en discuter et avoir une position là-dessus. La proposition que je fais consiste juste à répartir autrement la charge fiscale. Donc, on supprime 3 impôts, on les remplace par un autre, un prélèvement unique sur le revenu. Le tableau derrière serait simplifié. Voilà à quoi on aboutirait. Donc, un impôt unique sur le revenu qui serait massif, qui représenterait l'essentiel des recettes, dont le produit serait ensuite divisé entre le budget de l'État et la sécurité sociale. Puisqu'effectivement, il remplace les cotisations sociales, donc ça, c'est de l'argent qui doit aller à la Sécu. Donc, l'impôt unique sur le revenu prélèverait tout ça et le répartirait, comme le souhaite le législateur, entre la sécurité sociale et le budget de l'État. Derrière, il nous resterait la TVA et les impôts indirects, et puis aussi les impôts sur le capital. Ça va nous permettre quelque chose de tout à fait intéressant, d'avoir un impôt unique sur le revenu. Ça va nous permettre d'augmenter radicalement le salaire minimum. Le salaire minimum, pour comprendre comment c'est possible, il faut aussi le décortiquer. Et donc, si moi je suis employeur, j'ai un salarié que j'emploie au SMIC, il va recevoir à peu près 1 300 € par mois, c'est le niveau actuel du SMIC, net. Mais l'entreprise, vous le savez, ne paye pas 1 300 € par mois, elle paye beaucoup plus, à peu près 1 000 € de plus. Parce que là-dedans, il y a des cotisations salariales, la CSG et les cotisations patronales. Si on fait un prélèvement unique sur le revenu, on peut décider, en théorie, je ne suis pas forcément favorable à ça, mais on pourrait le faire, de mettre à 0 ce prélèvement sur le revenu au niveau du SMIC et d'augmenter le SMIC en conséquence pour aboutir à un SMIC à 2 400 €, avec donc 0 prélèvement dessus. Ça ne coûterait pas plus cher à l'entreprise, puisque l'entreprise payait déjà 2 400 €, mais tout cet argent irait directement aux salariés en salaire net. Donc c'est quelque chose qui devient possible quand on fait un prélèvement unique sur le revenu, et ça nous permet de contourner un débat central sur le SMIC, qui est que chaque fois qu'on dit qu'il faut augmenter le SMIC, on répond oui, mais attention, ça va détruire des emplois parce que les entreprises ne pourront plus se permettre d'embaucher, parce qu'elles préféreront délocaliser, parce qu'elles préféreront automatiser. Tous ces débats sont légitimes. En attendant, on n'est pas obligé d'y répondre quand on utilise cette solution en disant on fait un prélèvement unique sur le revenu, on réduit son niveau au niveau du SMIC, on augmente le SMIC, et donc ça ne change rien pour les entreprises. Donc ça nous ouvre des possibilités. Le tableau. Pardon? J'ai entendu un commentaire, mais je n'ai pas entendu. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu facial tout ça. Ça veut dire quoi, facial? Eh ben, on s'illusionne sur le revenu du salarié. Ouais. Est-ce que tu peux. Moi, pour ma part, je n'ai pas compris le fond de ta remarque. Mais peut-être qu'on peut s'en parler après si tu veux développer. Oui, je veux bien, oui. Dans la partie, je la note. Tu peux me dire ton nom parce que je ne vois plus. Christian. Christian. Donc, je le note et puis quand on passera à la partie échange, comme ça, tu pourras développer ton propos. D'accord. Ça me va. Merci. Donc, avec ce système, ça nous ouvre des possibilités. Et donc, on peut monter le salaire minimum au niveau qui nous paraît souhaitable. Actuellement, il est à peu près à 55% du salaire moyen. Il faut décider de le monter à 60, 65, 70, 80%. Ça, c'est quelque chose à déterminer, ce qui nous paraît pertinent et ce qui nous paraît juste. Mais ce tableau nous donne un exemple de ce qui devient possible. Ça, c'est l'impôt unique sur le revenu. Mais il y a d'autres propositions qui vont avec. Parce que l'impôt doit être réparti en fonction de notre capacité à contribuer, notre capacité contributive. Or, la capacité contributive ne se mesure pas uniquement au revenu, il y a aussi le patrimoine. On a vu tout à l'heure les inégalités de patrimoine qui sont très, très importantes. Et donc, ce n'est pas pareil si je gagne 1 000 € par mois et que je ne possède rien, ou si je gagne 1 000 € par mois et puis que j'ai hérité, quelle chance, de 10 millions d'euros, puisque j'ai un stock de richesse qui peut aussi être mis à contribution. Donc, a priori, il
faudrait que je contribue plus aux finances publiques que si j'ai juste mon revenu et aucune propriété. Ça signifie quoi? On va compléter l'impôt sur le revenu avec des impôts sur le capital. Un premier impôt qui sera un impôt annuel sur la propriété et un second impôt qui est, tout le monde le connaît, les droits de succession. Nous permettront cet ensemble, c'est ce que Thomas Piketty appelle le triptyque de l'impôt progressif, ça nous permet de redistribuer les richesses, comme notre ami Robin des Bois qu'on voit ici. Explication, impôt sur le capital, on va rester sur le principe qu'on connaît déjà de l'ISF, avec donc un seuil à partir duquel on paye l'ISF. Si je possède plus de temps de patrimoine, je commence à payer l'ISF. Et le taux augmente avec la richesse. Dans la proposition que je vous fais, ce seuil serait autour de 2 millions d'euros, calculé pour ne cibler que les 1% les plus riches de la population. Deux raisons à ça. Une première raison d'acceptabilité, une deuxième raison d'applicabilité, de faisabilité. Acceptabilité parce que si on est sur ce seuil qui est symbolique, les 1%, 99% de la population peuvent se dire, bon, ben, on n'est pas concerné. Et puis, ceux qui le payent, ben, on sait qu'ils font partie, par définition, des 1% les plus riches. Donc, même s'ils sont un peu moins riches à la sortie, eh ben, ils n'ont pas à se plaindre. Donc, ça passe plus facilement en ciblant. Deuxième raison importante, applicabilité, parce que cet impôt, il n'est pas très évident à appliquer. Il suppose qu'on évalue la valeur des propriétés. Et donc, ce qu'on a connu avec l'ISF, c'est quoi? C'est des contribuables qui ont des propriétés immobilières, des propriétés financières, des parts d'entreprise, et qui vont voir l'administration en disant, ah, mais moi j'ai une villa sur la Côte d'Azur, mais elle ne vaut pas grand-chose, vous savez, c'est rongé par les termites, je l'ai estimé à 100 000 euros, on ne peut pas en tirer plus. Et qui ont une entreprise et qui disent, oh, mais mon entreprise, elle bat de l'aile, je l'ai estimé à 100 000 euros, elle ne vaut pas plus que ça. Et donc, ce n'est pas la peine de me taxer parce qu'il n'y a rien à prendre chez moi. Et l'administration qui est un peu embêtée pour vérifier tout ça, parce que ça demande des informations, ça demande des moyens, ça demande des compétences, et qui disent, bon, tant pis, on ne va pas chercher plus loin, parce que si on va trop taxer ce monsieur, il va nous faire un procès. Donc, voilà, on en reste là. Donc, plus on va cibler une population restreinte avec cet impôt, plus on sera en capacité de contrôler les déclarations, parce qu'il y en aura moins, évidemment. Et donc, plus on sera sur des gens qui, a priori, ont les moyens de payer. Cette proposition d'impôt sur le capital, vous l'avez peut-être vu en bas de la diapo, elle est tout à fait conséquente. C'est-à-dire, on est sur 5% du PIB, 125 milliards d'euros par an. Pour se mettre en tête les ordres de grandeur, l'ISF, au maximum, les recettes ne dépassaient pas 5 milliards d'euros par an. Donc là, on est sur quelque chose à toute autre échelle. Toujours là. Une personne qui m'appelle, c'est peut-être quelqu'un qui ne parvient pas à se connecter. Je prie de m'excuser. Oui, allô? Oui, Sylvain? Bonjour. Ah, excuse-moi, je ne suis pas du tout disponible. Je pensais que c'était pour autre chose. Je te rappellerai plus tard. Je te prie de m'excuser. Ce n'est pas du tout le bon moment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et voilà, les inconvénients du direct. Donc, c'était absolument sans rapport avec le webinaire. J'en profite pour vérifier qu'il n'y a toujours personne qui attend. Il n'y a personne qui attend. Donc, un impôt à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on a connu avec l'ISF, avec cette idée que plus on taxe le capital, plus on pourra alléger les prélèvements sur le revenu, hein, puisque sinon, si on ne taxe pas le capital, ça va tout poser sur le revenu, donc on peut estimer que ce n'est pas forcément très juste. Et donc, ça implique de lutter vigoureusement contre la fraude en se donnant les moyens de le faire, avec la volonté politique et les investissements pour le faire, ce qui n'a pas été fait quand il s'agissait de l'ISF. Troisième impôt dans ce triptyque de l'impôt sur le revenu, les droits de succession. Oui, Barthélemy, juste une question là. Tu les taxes à combien? Parce que c'est bien beau de dire taxer et dire que tu rapportes 125 milliards, mais si tu ne donnes pas un pourcentage de la valeur des biens, voilà, on ne peut pas dire. Parce que sur le revenu citoyen, je n'arrive pas à ce niveau-là, quoi. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Merci. Bien sûr, merci Barthélemy. Du coup, je ne l'ai pas indiqué parce que j'ai choisi de faire simple
dans la présentation du diapo. Donc là, sur ces deux taxes, j'ai rien inventé. Je me suis basé sur les propositions de Piketty. Voilà. Et donc, je peux vous montrer, je pourrais vous les faire parvenir d'ailleurs, les barèmes définis par Thomas Piketty. Donc, sur le revenu, voilà, il n'a pas la même proposition que moi d'impôt sur le revenu, donc ce n'est pas forcément pertinent, parce que lui, il supprime carrément la TVA, il la remplace par l'impôt sur le revenu, ce que je ne fais pas dans ma proposition. Sur le capital, voilà, on a ça. Donc, pour expliquer le tableau, donc c'est comme ça que Thomas Piketty présente sa proposition un peu plus en détail. Il regarde le patrimoine moyen dans la population et il dit, voilà, à partir de tel et tel seuil, on va payer tel niveau d'impôt. Donc le patrimoine moyen, on va dire on est à 200 000 par personne, 200 000 euros. Si je possède la moitié de ça, 0,5, donc 100 000 euros, si je possède 100 000 euros, ah ben c'est inclus dans le tableau, j'avais oublié. Donc mon impôt sur la propriété sera de 0,1%, c'est un taux effectif, donc ce n'est pas un taux facial ou théorique. Ce n'est pas en théorie dans le tableau, je devrais payer ça, mais en pratique, on sait que ça ne correspond jamais. C'est véritablement, il y a 0,1% de cette somme que je verserai chaque année au fisc. On monte. Si je possède 10 000 fois le patrimoine moyen, c'est-à-dire plus de 2 500 000 000 d'euros, eh bien, 90% de cette somme, c'est le taux effectif, sera versé au fisc. C'est comme ça que Thomas Piketty arrive à un impôt sur le patrimoine qui représente 5% du PIB, donc la somme que je vous ai présentée. Alors, on se rend compte de quelque chose rapidement, c'est que cette proposition implique un patrimoine maximum, puisque au-delà d'un certain niveau, si chaque année je dois donner 10% de tout ce que je possède, ce n'est pas mon revenu, mais de la valeur de ce que je possède, ben mon patrimoine va fondre comme neige au soleil pour redescendre au niveau qui est fixé par ce barème, en gros, qui est autour de 2 millions, 3 millions d'euros. Voilà, ça fait qu'avec cette proposition, personne en France ne serait plus riche que 2 ou 3 millions d'euros. Donc, il n'y aurait plus de milliardaires ou autres. C'est la proposition que fait Piketty. Elle est tout à fait sujette à débat, à la fois dans sa dimension morale et dans ses effets pratiques. Ça lui permet, lui, d'aboutir à des recettes de l'ordre de 5% du PIB. On pourrait imaginer une proposition moins ambitieuse qui amènerait peut-être 2 ou 3% du PIB. C'est ce que fait le consortium de chercheurs auquel appartient Piketty, qui s'appelle World Inequality Database, où ils ont une proposition d'impôt sur la propriété qui est plutôt vers 3% du PIB. Voilà, donc qui est plus ciblé sur les milliardaires. En fait, ils font plusieurs propositions pour les verser au débat public, selon à quel point on cible les plus riches et quel niveau de recettes on veut générer. Moins on génère de recettes, plus ça va épargner le capital et moins ça générera d'effets sur les possédants, type exil fiscal. Plus on augmente la fiscalité du capital, plus on pourra réduire, ce que je disais tout à l'heure, la fiscalité sur le travail ou la consommation ou autre. Donc ça, c'est indicatif, hein, ces montants, et c'est évidemment largement sujet à débat. Ouais, Sylvain, je veux rebondir, si tu peux revenir sur l'autre. Avec ton taux à 90% pour celui qui a plus de 2 milliards, mais avec des taux très élevés pour en dessous, tes 125 milliards, c'est one shot, c'est-à-dire que la première fois, tu l'as, mais après, il n'y aura plus, puisqu'ils perdent tout leur capital en impôts. Et donc, ça veut dire que ton projet, qui doit être à long terme, ne va fonctionner qu'une seule fois. Il y a un problème de progressivité dans la taxation, même des plus riches. C'est pour ça que ça me surprend un petit peu, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Au bout du compte, de fait, ça devient un impôt exceptionnel sur le capital et les recettes sont très hautes la première année et diminuent très vite ensuite. Je suis d'accord. Je suppose que Piketty, dans son calcul, n'a pas compté que la première année. Je le suppose. D'ordinaire, il a quand même cette rigueur-là. Il n'a pas présenté, à ma connaissance, le détail de ses calculs. Donc, il est tout à fait possible voilà, qu'il était un peu optimiste là-dedans et que ça ne se vérifie pas sur plusieurs années. Je serais quand même surpris que ce soit le cas, mais il faudrait effectivement l'approfondir. Donc peut-être qu'on finit, si on est un peu plus prudent,
On finit avec une taxe sur le patrimoine qui serait plus de 2 ou 3% du PIB, ce qui serait déjà beaucoup plus que feu l'ISF. Une taxe qui nous permettrait du coup de ne pas avoir un taux confiscatoire sur les fortunes les plus élevées, et donc que ces recettes continuent à être prélevées au fil des années, puisque ça ne ferait pas disparaître les grandes fortunes. Donc ça, c'est effectivement à approfondir pour le savoir. Au bout du compte, plus on réduit finalement l'ambition sur l'impôt sur le patrimoine, plus on devra trouver d'autres recettes fiscales, particulièrement sur les revenus. Donc ça, effectivement, c'est à creuser. Sur l'héritage, je n'ai pas inventé grand-chose non plus, je n'ai pas fait le détail du barème fiscal. Simplement, en gros, le principe, c'est de le multiplier par 2. C'est-à-dire, ce que je voulais dire sur l'héritage, du point de vue du principe, il y a en France beaucoup d'hostilité à l'égard des taxes sur l'héritage. C'est une taxe qui est à la fois détestée et très mal connue. En réalité, 85% des héritages ne sont pas taxés. Les gens le savent peu. Donc, la taxe sur l'héritage est vraiment concentrée sur les gros héritages. Et même là, elle n'est pas très importante en pratique. Même si le taux annoncé est important, en pratique, le taux effectif est assez faible. Donc l'idée, ce serait de rester sur cette taxe qu'on a, qui me semble juste, avec cette idée qu'on ne taxe pas pour le plaisir de taxer. Hein, dans la lignée de ce que je viens de dire sur le capital, on a besoin d'argent pour faire fonctionner l'État, la sécurité sociale, pour réaliser ce qu'on veut réaliser ensemble, faire tourner les écoles, faire tourner les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, chaque euro qu'on ne prélèvera pas sur l'héritage, il faudra le prélever sur le revenu, ou sur la consommation. Donc, c'est à nous de faire ce choix aussi moral, de dire, est-ce que je pense qu'il est plus juste d'être taxé sur mon revenu que j'ai gagné à la sueur de mon front, ou sur l'héritage que mes parents m'ont légué, que j'ai hérité, mais que je n'ai pas mérité. Dans une société où on valorise le mérite, il me semble qu'on devrait autant que possible faire reposer une partie de la fiscalité sur l'héritage. Au bout du compte, les sommes ne sont pas gigantesques. C'est-à-dire qu'on meurt une fois dans la vie, donc on ne peut pas prélever non plus l'essentiel des revenus de l'État là-dessus. Mais actuellement, la taxe sur l'héritage génère à peu près 0,6% du PIB. Dans ma proposition, ce serait à peu près le double. Voilà, donc rester sur le même principe et élever les taux. Ça, c'est les 3 propositions donc, de réforme fiscale que je voulais vous faire. Donc un impôt sur le revenu, un impôt annuel sur la propriété et muscler l'impôt sur les successions. Tout ça pour aboutir dans ce triptyque de l'impôt progressif qui nous permet d'aboutir à une fiscalité dans l'ensemble progressive. Une fois que ça, on l'a dit, il y a encore un choix à faire parce que la progressivité, elle peut être modérée, comme on le voit ici, c'est-à-dire les pauvres payent un peu moins d'impôts et les riches un peu plus. La progressivité peut aussi être radicale, où les pauvres payent beaucoup moins et la charge fiscale est largement concentrée sur les plus riches. Donc ça, il y a évidemment une dimension pratique parce qu'on veut éviter certains effets indésirables qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi une dimension morale, où à quel point on estime que les hauts revenus et les grandes fortunes sont mérités, et moins on estime qu'ils sont mérités, plus on aura tendance à concentrer la charge fiscale sur ces personnes. Pour le dire autrement, on doit se poser la question, quand on veut avoir une fiscalité progressive, quand on veut réduire les inégalités, très concrètement, qui doit renoncer à une part de richesse, c'est-à-dire dans le programme qu'on propose, qui sera perdant. Et d'ailleurs, les gens qui sont perdants ne sont pas forcément opposés à ce programme, mais c'est important que ce soit clair pour tout le monde. Il y a une première position, qui me semble assez courante, c'est de dire on va taxer les ultra-riches. C'est un mot qui sort bien en ce moment. Les ultra-riches, c'est qui? Clairement, ce n'est pas nous, c'est peut-être les 0,1%, des gens qui ont, voire peut-être moins que les 0,1%, des gens qui ont une richesse tellement importante que c'est plus possible, on sait que ce n'est pas possible de la justifier sur le plan moral. À l'époque du Front populaire, l'idée c'était de taxer les 200 familles les plus riches de France. Donc, voilà, clairement une ultra-minorité. Comme ça, ce n'est pas menaçant pour le reste de la population. Le problème de cette solution-là, c'est que les riches, je ne sais pas s'ils ne sont pas assez riches, en tout cas, ils ne sont pas assez nombreux pour financer tout seul l'ensemble de l'action publique. Si on prend les 0,1% les plus riches,
leur revenu, c'est quelques pourcents du revenu national. Le revenu de ce groupe-là, c'est quelques pourcents du revenu national. Du coup, ça ne va pas chercher très loin. C'est-à-dire, même si on leur prenait tout, hein, imaginons on veut les matraquer, on en prend tout, eh bien, ça ne suffit pas. Donc, il faut continuer à taxer bien comme il faut le reste de la population. Et ça ne nous permet pas ni de faire des investissements supplémentaires dans la transition écologique, le revenu citoyen, la retraite à 60 ans, quels que soient les projets qui nous tiennent à cœur. Et ça ne permet pas non plus de réduire vraiment la fiscalité sur les catégories populaires. Et donc, ça ne nous permet pas de relever le niveau de vie des catégories populaires. C'était ma proposition tout à l'heure en montant le SMIC. Donc, si on veut être ambitieux là-dessus, eh ben, on va élargir ce groupe des personnes qui supporteront une plus grande part de la charge fiscale. Est-ce qu'on élargit aux 1% les plus riches, qui serait déjà beaucoup plus conséquent, c'est multiplié par 10, aux 10% les plus riches, aux 20% les plus riches, là on commence à inclure toutes sortes de gens, des gens ordinaires, on va dire, ce n'est pas des gens qui vivent dans des manoirs et qui ont des yachts. C'est peut-être moi, c'est peut-être vous, c'est les gens de notre famille, nos amis, nos voisins, des gens qui ont un revenu plutôt élevé, hein, donc qui font partie des 20% ou des 10% les plus riches, mais qui ne sont pas riches au sens où on entend habituellement. Donc la question peut se poser, est-ce qu'il est juste de réduire le revenu de ces personnes ou est-ce qu'on considère que ce n'est pas juste, auquel cas on ne touche pas? Donc on se retrouve avec une espèce de continuum entre une position qui serait on taxe que les ultra riches et une position qui serait on élargit beaucoup ce groupe pour pouvoir financer les investissements qu'on veut faire et pour pouvoir relever radicalement le niveau de vie des classes populaires. Comment on se situe sur ce continuum? Eh bien, ça, c'est une question qui doit être traitée par le débat démocratique. Cette présentation est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Alors, Sylvain, si c'est encore Barthélémy, j'ai Ouais. juste une question. Tu as fait ta présentation où on mettait tout ce qui était cotisation sociale et tout dans le salaire pour augmenter le SMIC. Tout ça va aller donc du coup dans une seule caisse, celle de l'État, car aujourd'hui on a deux budgets. On a un budget sécurité sociale alimenté par tout ce qui est cotisation sociale et autres, et puis le budget d'État qui lui sert à financer tout ce qui est éducation, santé, défense, justice. Donc là, tu remets tout dans un seul même sac. Comment être sûr que la redistribution vers la sécurité, vers le social, la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui, quand on sait que le budget de la sécurité sociale aujourd'hui est 2 fois plus important que celui de l'État, comment être sûr que cette redistribution se fera de façon équitable dans ce sens-là, puisque voilà, parce que du coup, si on dit c'est 2 tiers, 1 tiers, pourquoi à ce moment-là changer? Parce que les prélèvements se feront quand même sur la personne qui est au SMIC et qui va toucher 2 fois son salaire, puisque les cotisations, il faudra bien qu'il les redistribue quelque part. Alors, du coup, je réponds à ce que tu dis, puis après on passera la parole à Christian qui était intervenu tout à l'heure et il m'avait dit qu'il pourrait développer ensuite son propos. Sur ce que tu dis, moi, ça m'évoque les prudences qu'il y avait à la création de la sécurité sociale. Si je ne me trompe pas, historiquement, ça a été créé comme quelque chose, après la Seconde Guerre mondiale, comme quelque chose de bien séparé de l'État, avec cette crainte de dire, mais attendez, c'est des sommes d'argent faramineuses, si on les met dans le budget de l'État, ce monstre qu'est l'État va en profiter pour engraisser des armées de fonctionnaires inutiles, et donc notre argent sera gaspillé, on ne va pas en voir la couleur. Donc il y a une défiance historique vis-à-vis de l'État. C'était il n'y a pas loin de 80 ans, donc qui a justifié initialement des cloisonnements importants. Aujourd'hui, on est dans les années 2020, on voit qu'il est possible que l'État prélève et ensuite redistribue à d'autres budgets. Les collectivités locales, l'État reverse une partie de son budget aux collectivités locales. Alors, sur ce que tu dis, comment on peut être sûr? On ne peut pas être sûr. C'est-à-dire que si le législateur décide ceci ou cela, eh bien, effectivement, il a cette latitude pour gonfler les dépenses de l'État ou je ne sais quoi, mais il peut déjà le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a une loi de sécurité sociale, oui, il y a une loi sur le budget de l'État, mais si l'État veut dépenser sans compter, il peut tout à fait décider d'augmenter les impôts et puis de dépenser plus.
actuellement, il y a la CSG, ça fait une trentaine d'années, il y a la CSG qui a été créée comme une espèce d'impôt pour financer les caisses de la Sécu. Donc finalement, c'est l'inverse de ce que tu crains, c'est-à-dire c'est plutôt l'impôt qui finance la Sécu plutôt que l'inverse. Donc dans la proposition que je fais, il s'agit de dépasser cette crainte, de dire, bon, voilà, de toute manière, le législateur a déjà les coups des franches à peu près là-dessus. Donc, on va faire un prélèvement unique qui nous permet d'arriver à cette progressivité qu'on souhaite obtenir, donc c'est quand même pas rien. Et ensuite, effectivement, les recettes seront réparties entre la Sécu et le budget de l'État. Si le citoyen et l'électeur n'est pas content de la manière dont c'est géré, ben, comme tout le reste de l'action publique et des choix publics, il a tout à fait la possibilité de voter pour des personnes et donc de peser là-dessus. Est-ce que, alors, il ne s'agit pas de passer trop de temps sur cette question, mais est-ce que dans l'ensemble, il y a une réaction quant à la réponse que j'ai faite? Alors, j'ai vu sur le chat, oh, la Sécu est plus qu'équilibrée. Sylvie, tu disais. Je parlais de la CSG. Oui. Donc, ce que tu dis, c'est que la CSG n'est pas reversée au budget de la Sécu? Non, ce que je dis, c'est que le budget de la sécurité sociale, actuellement, n'est pas déficitaire. J'ai dit ça, moi? J'ai dit que le budget de la Sécu est déficitaire? Bah, tu as dit qu'il n'était pas équilibré ou qu'il fallait le compenser, que ça ne suffisait pas, si j'ai bien compris. Non, j'ai dit que l'État a créé un prélèvement, qui est la CSG, qui s'applique, qui est une sorte d'impôt, c'est-à-dire qui est appliqué aux revenus du travail et aussi en grande partie aux revenus du capital, qui est du coup fléché pour contribuer à la Sécu. Et du coup, oui, il n'y a pas du tout de cotisation sociale, par exemple, qui finance l'action de l'État. Il y a aussi des baisses de cotisation. Donc, il faut bien qu'ils reflèchent à un moment donné pour compenser. Les baisses de cotisation sur les petits salaires. Oui, ça, il y a des compensations spécifiques là-dessus. On augmente les salaires dans ce cas-là. Enfin, moi, je suis peut-être une vilaine gaucho, mais… Pardon, du coup, je n'ai pas compris la solution que tu proposes. Ben, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, donc actuellement, il y a la CSG, il est normal qu'on finance le social avec une partie des revenus autres que les revenus du travail. Il semble qu'il y a quelque chose dans notre devise qui s'appelle la fraternité à la fin. Donc, ça en fait partie, tout ça. Et moi, je suis d'accord pour que les prestations sociales, elles soient taxées par rapport à tous les revenus. Et c'est le budget de la sécurité sociale, même avec les baisses de cotisation qu'il y a eu toutes ces dernières années, il est équilibré actuellement. Alors, du coup, tu as pu dire ce que tu voulais? Oui. Marie-Françoise, ouais. Du coup, on a donc, j'ai vu qu'il y a Antoine qui a levé la main, donc on lui passera la parole après. D'abord, Christian, qui était intervenu tout à l'heure. Christian, est-ce que tu veux voilà, préciser ta pensée? Ton micro est désactivé hein, pour l'instant. Ok, voilà. Tout à l'heure, tu as expliqué que l'on pouvait augmenter les salaires en réduisant les charges patronales et les charges sociales. Et je me demandais dans quelle mesure le revenu nouveau du salarié pourrait être un revenu définitivement attribué, à savoir qu'il va bien falloir à un moment donné que le salarié paye ce qui doit contribuer à sa protection sociale. Donc, je ne vois pas comment on peut augmenter les salaires sans reprendre quelque part cette augmentation de salaire. Ça veut dire que donc, si ce prélèvement unique sur le revenu est à 0 au niveau du SMIC, le salarié au SMIC ne paye plus de cotisation sociale et donc ça lui ouvre plus de droit à la protection sociale, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, du coup, ça permet de le préciser. Dans la proposition que je fais, on sort de cette logique contributive. C'est-à-dire, tu es citoyen français, tu es affilié à la sécurité sociale, donc tu as des droits de prise en charge.
peu importe les prélèvements que tu as payés ou pas. Donc, on s'assure que que l'argent rentre, puisqu'il y a une fiscalité qui est faite pour ça, mais on ne se soucie plus du lien entre ce que tu as versé et les droits dont tu bénéficies. Ok. Mm. D'accord, Merci, je comprends Christian. mieux. Et du coup, il y avait alors, il y a eu Antoine, puis Michael et Marie-Françoise. Par Donc, contre, Antoine, j'aimerais puis faire une remarque s'agissant de la taxation des grandes fortunes. C'est un problème récurrent. Le risque, c'est la fuite des capitaux. on pourra d'ailleurs s'en dire un peu plus après. C'est un sujet très important et central hein, sur quels effets indésirables possibles de la fiscalité progressive. On passe à Antoine? Oui, ok. Moi, je ne me Merci. suis jamais exprimée encore. Hein. Vous m'avez dit Marie-Françoise, mais je n'ai encore jamais Ah, pris la pardon. Alors, j'ai dû confondre avec l'autre personne juste avant. Donc, Antoine, en tout cas, avait levé la main tout à l'heure. Donc, on va faire Antoine, Marie-Françoise et Michael. Ça ne te dérange pas après? Merci. parole. Parce qu'Antoine a levé la main depuis un moment, je crois. Ouais. Merci, bonsoir tout le monde. Je vais poser une question un peu confuse à la mesure de ma confusion, en fait, sur la question du modèle Piketty, la taxation à 90% du patrimoine des hyper riches, parce que 2,7 milliards d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors, bon, c'est un peu, je pense, une interrogation complémentaire à celle de Barthélémy, à celle de Christian. Alors, en vrac, hein, la première question, c'est que, bon, vous vous souvenez que Hollande, dans un bon mouvement de début de quinquennat, s'était heurté au Conseil constitutionnel sur la notion dite confiscatoire. Bon. Alors, peut-être des possibilités d'y remédier, mais enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut y remédier? L'autre question, c'est que hyper riche, certes, mais enfin, je veux dire, 90%, c'est absolument massif. Donc, il faudra bien qu'il y ait des ventes. Alors ça peut être assez heureux, hein, on en parle actuellement d'ailleurs de la baisse du marché immobilier pour un certain nombre de raisons, en particulier l'augmentation des taux et le fait que c'est assez heureux. Mais là, que vont devenir ces villas extraordinaires, ces yachts et encore je ne sais trop quoi, quels effets mécaniques? Et en effet, là, j'articule un petit peu avec Christian, est-ce que ça ne va pas être autant d'effets d'aubaine pour des capitaux étrangers, sachant que je ne suis pas très très au clair sur la manière dont eux sont soumis aujourd'hui et seraient soumis demain également à ce type de prélèvement massif donc sur le patrimoine. Sachant que derrière, il y a quand même toute une cascade aussi microéconomique, hein, parce que bon, tout ça, ça doit s'entretenir, il y a des ouvriers, il y a des gens qualifiés, etc., il y a des emplois, etc. Et c'est peut-être pas que marginal à partir du moment où on opère une telle massivité. Voilà. Donc, ce que je me dis, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont pensées et de quelle manière pour, je dirais, être plutôt préventif par rapport à la constitution de cette hyper richesse? Alors, du coup, j'ai noté plein de points que tu as. J'en conviens volontiers, c'est pas du tout mon domaine. Hein. Non, mais j'ai noté plein de points que tu as soulevés. Alors, en essayant d'être synthétique, Hollande, le souvenir que j'en ai, il y avait ce projet de taxe à 75%, mais non pas une opposition du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, c'est le souvenir que j'en ai. Et donc, qui, à ma connaissance, a donné un avis en disant attention, ça risque de ne pas être accord avec la Constitution. Ça reste un avis d'une part, donc ça, c'est pas, on ne sait pas ce que dirait le Conseil constitutionnel. D'autre part, la Constitution elle est escalée à un moment donné, elle a été modifiée de nombreuses fois. Donc, la Constitution telle qu'elle est actuellement pourrait être un obstacle à une fiscalité très progressive. Encore faut-il aussi définir de quoi on parle, parce que Hollande parlait d'une taxe à 75%, ça aurait été le taux facial, c'est-à-dire ça n'aurait pas été le taux effectif auquel les personnes auraient été exposées. On voit qu'en pratique, ce n'est jamais le cas. Donc, quelle interprétation aurait fait le Conseil? En tout cas, il est toujours possible
avec suffisamment de muscles, on va dire, parlementaires, ou par référendum, de modifier la Constitution pour dépasser cet obstacle. Les produits de luxe, alors c'est important d'avoir des données là-dessus, j'en ai pas, sur qu'est-ce que ça représente au niveau de l'économie, ces grandes villas, ces yachts, ainsi de suite. Bon, on peut penser que c'est marginal, mais encore faut-il s'en assurer. Donc, après, il peut y avoir des chiffres aussi, je m'en méfie, qui peuvent être un peu gonflés, donnés par l'industrie ou par les personnes concernées. Donc, à vérifier de quoi il s'agit exactement. Je te rejoins sur l'idée de la prévention, c'est-à-dire la fortune maximale à la Piketty, je ne suis pas forcément attaché en ce qui me concerne. Mais par contre, ralentir, freiner l'accumulation des richesses, puisqu'on voit qu'elle est rapide et massive, ça éviterait aussi ces effets de choc qu'on peut avoir par la fiscalité confiscatoire, où d'un coup, le milliardaire devient millionnaire. Hop, voilà, j'ai donné quelques éléments de réponse, moi, que j'avais là-dessus, et je propose qu'on passe à Marie-Françoise, du coup, qui attendait pour intervenir. Oui, moi, ce qui me pose gros problème, c'est quelle pression on peut avoir sur l'État si tout est sous la coupe de l'État. On voit bien aujourd'hui qu'on n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit. C'est vrai que les institutions que nous avons et le fonctionnement des gouvernements que nous avons, on voit bien que même si 70% et plus des gens sont contre une réforme, elle passe quand même et qu'en fait, on a très peu de poids. Donc, ça me paraît dangereux qu'il ne reste pas une indépendance pour tout ce qui est budget de sécurité sociale. Et du coup, ça signifie que, par exemple, actuellement, parce qu'actuellement, l'État pourrait faire toutes sortes de choses. Donc il l'a fait là, avec la retraite à 64 ans. L'idée pour toi, c'est qu'il y a un maximum de choses, ou en tout cas plus de choses, qui échappent à la décision de l'État ou des parlementaires? Non, c'est parce que tout à l'heure, vous avez dit que si jamais ça ne fonctionnait pas bien, on pourrait toujours faire pression, ça sera finalement, normalement, logiquement, à la démocratie de fonctionner pour. Mais en fait, ça ne fonctionne pas, c'est ça le problème. J'ai l'impression que le problème existe déjà, c'est-à-dire que en décloisonnant la sécurité sociale et l'État, je ne suis pas sûr que ça aggrave le problème dont tu parles de contrôle du pouvoir. En fait. C'est un problème de contrôle du pouvoir. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as un État, alors peut-être que c'est plus difficile aujourd'hui, que ça serait un peu moins si c'était décloisonné, mais si tu as un État avec un Parlement et un gouvernement qui décident de peut-être réduire les prélèvements pour la sécurité sociale et d'augmenter les prélèvements pour l'État et puis de faire je ne sais quoi avec ce budget, il en a la possibilité, non? Je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Ah, je dis qu'aujourd'hui, le pouvoir politique a déjà ce pouvoir que tu redoutes. En fait. Il me semble du coup, la situation, je crois, serait pas très différente si on décloisonnait. Il y a un problème de fond qui est celui du contrôle démocratique que tu soulèves. Et effectivement, il faut amener des solutions à ce problème de fond. Ça passe par plein de choses. Hein. En ce qui me concerne, par l'élection à la proportionnelle, par la révocabilité des élus, par un usage nettement plus fréquent du référendum. Donc voilà, il y a plusieurs solutions possibles pour accroître ce contrôle. Parce que de toute manière, on ne peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle l'État échappe au peuple. Parce qu'on a l'expérience qu'on a fait là, ce début d'année. Donc, je pense que voilà, tu soulèves un truc plus profond qui, de toute manière, doit être résolu. C'est ce que j'en pense. Certes, mais ça paraît compliqué. Mais je le pas souhaite. grand-chose de simple dans ce domaine. Oui. C'est bien d'accord. Michael, tu voulais intervenir aussi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Sylvain, pour juste une question de confort, est-ce que tu pourras enlever ton écran de partage là au milieu? Comme ça nous permettrait peut-être, sauf si c'est volontaire, hein, mais… Voilà, non, mais je n'ai pas. Est-ce que c'est fait? Ouais. Ça ne m'apparaît pas à moi.
Ah, d'accord, parce que nous, on est encore sur le partage. Moi, j'ai l'écran du partage là au milieu et en fait, ok. je vous vois, mais voilà, super. Merci, c'est revenu. Génial, génial, génial. Pas Alors, de problème de régler. moi, tout d'abord, merci pour cette présentation, Sylvain. Alors, rapidement, moi, je connais Sylvain parce qu'il habite le Nord-Isère et j'ai un autre, j'allais dire à tous, c'est que j'ai son bouquin. Il me l'a offert. Alors, j'ai pas eu le temps de le lire, mais voilà. Et quand je regarde la bibliographie, waouh, il y a des références. Donc, ça montre le côté sérieux de l'étude. Donc, et pour ça, je t'en remercie. J'ai écouté tout ça avec attention, mais effectivement, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai entendu naturellement des choses intéressantes. Quelques réflexions et peut-être un élément on va dire, d'élargissement du débat sur les inégalités. Un premier point, effectivement, quand tu parles de ventiler différemment le salaire et les charges sociales aujourd'hui, je pense que l'idée est la bonne parce que dans l'absolu, que tu payes 2007 ventilé différemment ou que tu payes 2007 au total, on s'en fout. Donc le patron, effectivement, l'employeur peut être content par rapport à ça. Néanmoins, est-ce que là, il ne faudrait pas, pour inciter l'employeur à participer ou être en tout cas un peu plus motivé, réduire peut-être un petit peu. Et si on réduit pour faire en sorte que justement l'employeur vienne vers ce schéma ou en tout cas accepte ce schéma plus facilement, donc peut-être prévoir une petite baisse. Donc voilà, à compenser par ailleurs. Deuxième réflexion par rapport à ça, alors ce projet sur la fiscalité est effectivement très intéressant, mais on a le pouvoir de nuisance des 1%. Tout à l'heure, je crois que c'était Antoine qui évoquait la fuite des capitaux. Donc, comment arriver à anticiper leur réaction? Parce que, si on devait mettre ça en place, naturellement, c'est eux qui seraient malgré tout les plus grands perdants. Donc il risque d'y avoir des réactions par rapport à ça. Donc, comment anticiper ça? Un autre point, par rapport à la hausse là, des 1750, pour faire simple, 1100 ou 1200 le SMIC aujourd'hui, on passe à 1750, donc ça fait plus 500, 600, c'est très bien, hein, ça réduit déjà effectivement les inégalités, mais dans l'absolu, ça concernerait combien de personnes? Et est-ce que là, du coup, on ne pourrait pas agrandir un petit peu cette assiette-là? Tu vois, faire en sorte que ça touche plus de personnes, c'est peut-être un point faible du truc, de la réflexion. Autre point, tout à l'heure, tu posais la question donc, de savoir à quel niveau on pourrait situer le riche ou du pauvre, jusqu'à quelle limite il faudrait qu'on taxe plus. À mon avis, moi, personnellement, hein, j'ai pas fait d'études ou quoi que ce soit, mais je pense que, tu vois, à partir de 5 000 à 6 000 euros, selon la composition de la famille, en fait, il faudrait définir la richesse, ce que tu disais tout à l'heure, et dire que à partir du moment où on arrive à subvenir à ses besoins primaires, on rajoute une couche pour pouvoir avoir d'autres accès à la culture, accès à des loisirs, etc. Puis, bon an, mal an, on doit arriver à quelque chose. Donc, moi, je situerais ça pour une famille avec 2 ou 3 personnes autour de 4 500 à 5 000 euros. Voilà, donc l'échelle. Une question, donc demain, comment tu vois donc le bouquin, là c'est très bien, effectivement, là tu as un corpus théorique qui est là, mais l'application, comment tu vois demain pour porter ce projet, comment est-ce qu'on pourrait faire avancer cette idée, parce que ça me paraît effectivement intéressant, et ça donnerait du corps quelque part à une application politique vis-à-vis de Nouvelle Donne, puisque là, on est quand même au sein un peu plus de Nouvelle Donne que là. Et juste un dernier point, je suis désolé, j'accapare un petit peu, mais voilà. Pour réduire les inégalités, il me semble qu'il y a un autre levier sur lequel on pourrait s'appuyer. Naturellement, Sylvain, toi, tu parlais de la fiscalité, mais l'éducation pourrait être aussi un levier très, très, très important. Juste un mot par rapport à Bourdieu qui effectivement disait que l'école avait tendance à reproduire les inégalités. Et donc là, ça pourrait être un autre levier sur lequel on pourrait s'appuyer pour réduire les inégalités. J'ai terminé. Merci. Merci, Michael, pour ta contribution multiple. Du coup, tu as évoqué plein de sujets. Et puis, on a aussi des choses qui sont arrivées sur le chat. Pour faire synthétique, alors il y a la dimension de l'exil fiscal sur laquelle je vais prendre un moment parce qu'elle est importante et Christian l'avait déjà soulevé, et pas que lui d'ailleurs. Combien de personnes au voisinage, au SMIC ou à son voisinage, alors je n'ai pas les chiffres,
exactement. Si tu montes le SMIC à 1 700 €, ça va concerner beaucoup de personnes, c'est-à-dire qui seront rattrapées par le SMIC, avec certainement un effet de poussée. Voilà, donc il faudrait évaluer, qui ne serait certainement pas parfait, mais qui ferait remonter aussi certains salaires pour qu'ils ne soient pas complètement rattrapés par le SMIC, mais tout ça, c'est à évoluer. Ça représente quand même pas mal de monde, hein, qui est dans le bas de la distribution. On l'a vu tout à l'heure avec le revenu moyen de la partie la plus modeste de la population, donc un revenu qui est autour de 1 500 €. Donc ça veut dire que si tu montes le salaire minimum pour un temps plein à 1 700, bah, tu vas concerner quand même pas mal de gens, mais ça, c'est à préciser. Moi, je peux le chercher et puis vous l'adresser. Quelle application politique? Alors, c'est vrai que je t'avoue que là, je m'en soucie pas beaucoup parce que l'idée, c'est déjà de construire des idées, les proposer, les faire circuler. Et donc, ça, c'est un travail tout à fait préliminaire, on va dire. Et puis après, comment les militants ou les acteurs de la vie démocratique s'en saisissent, se les approprient, les modifient. Et disons, l'idée pour moi, c'est de planter des graines, essentiellement. Donc, à l'intérieur du parti, à Nouvelle Donne, je rejoins tout récemment. Donc, voilà, j'essaie aussi de verser cette contribution au débat. C'est ce que je fais aussi aujourd'hui avec certains des collègues qui sont présents. Donc, voilà, il y a tout un immense processus qui va de la formation de l'idée jusqu'à son application politique. Donc là, le sujet que tu soulèves est vaste. Ça implique la conquête du pouvoir, mais la bataille culturelle aussi. Enfin, pour toutes les idées, pour tous les progrès qui ont jalonné notre histoire, ça a été ce cheminement-là. Donc, on en connaît vaguement les étapes. Après, il n'y a plus qu'à. Tu soulèves aussi l'inégalité des chances, hein, l'école. Alors, c'est un très vaste sujet. Il y a évidemment un grave problème d'inégalité des chances, pas qu'en France, mais aussi en France. Et donc, quelles mesures pour remédier à ça? Il y a quand même des choses assez identifiées qui seraient possibles. Je le dis de manière très synthétique parce que j'ai publié là-dessus aussi sur mon blog, mais des moyens beaucoup plus importants dans les zones prioritaires, des moyens plus importants partout à l'école élémentaire, à l'école maternelle pour les élèves en difficulté, pour la psychiatrie infantile aussi, c'est-à-dire quand les enfants vont mal, il faut qu'ils aient des interlocuteurs, des soignants qui puissent les aider à dépasser les difficultés de la vie, sinon on les ramasse à 20 ans, ils sont tout cassés. Quelque chose autour de l'enseignement privé, il y a un vrai problème d'enseignement privé en France avec une ségrégation scolaire. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais je suis pour que l'enseignement privé ait des obligations de mixité sociale, parce que sinon on a une situation où, on va dire, les bons élèves sont tous dans les écoles privées et le public doit gérer avec, justement, malheureusement, ceux qui sont le plus en difficulté. Donc ça, c'est pas possible. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire sur l'égalité des chances, et donc bien avant l'université, parce qu'on nous parle de Sciences Po, je ne sais quoi, ou de l'ENA, l'inégalité des chances, elle se produit, elle se construit très tôt dans la vie. Donc c'est vraiment là qu'il faut s'attaquer, mettre des moyens. Donc moi, je suis pour ça. Je viens sur l'exil fiscal. Alors, Marie-France avait levé la main, mais elle a quitté la conférence. Sur l'exil fiscal, donc, grand sujet. D'abord, un souci de dédramatiser. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a des propositions qui sont sur la table, qui sont très ambitieuses, certains diraient radicales ou extrêmes. En tout cas, on avait l'impôt sur la fortune, on avait l'ISF, et donc beaucoup de gens ont décrit, et décrivent encore, la France comme un enfer fiscal en disant « mais moi je vais partir de là, ça commence à bien faire, on me prend tous mes soins, ainsi de suite ». Donc on a vu déjà, quand on regarde de près les chiffres, quand on a des études solides sur ces questions-là, qu'en fait les plus riches, dans leur ensemble, sont mieux traités, sont plus épargnés par le fisc que les classes moyennes. Donc ça dépend au niveau la réalité objective. Au niveau de ça ne me plaît pas, je m'en vais, on a eu des cas médiatiques, bien connus, Gérard Depardieu, Florent Pagny, d'autres, donc qui laissent penser qu'il y a ce que la droite appelle un exil des forces vives de France. Bon, si on regarde, je vais vous montrer une diapo à ce sujet. Voilà. Est-ce que... Non, vous ne voyez pas la diapo, j'ai peut-être pas mis partager. Tac, partager, tac. Conférence, réduire la visibilité, voilà. Une diapo.
Donc là, on est sur la période 2013-2016. Le nombre de millionnaires en France, on remercie le Crédit Suisse pour nous avoir fourni ces chiffres. Donc, pour 100 habitants, sur cette période-là, à l'époque où il y avait l'affreux ISF qui martyrisait les riches, en France, on avait presque 3 millionnaires pour 100 habitants, c'est-à-dire beaucoup plus qu'en Allemagne, et plus qu'en Belgique, et presque autant qu'au Royaume-Uni. Donc, en termes d'enfer fiscal, on peut faire mieux. Ça veut dire que si exil fiscal il y a, il n'est manifestement pas assez massif pour nous mettre dans le bas de cette distribution quand on est avec des pays comparables. Quand on étudie ce que j'ai fait, j'ai publié un article sur l'exil fiscal, et donc je vous le transmettrai avec le replay de ce webinaire. Quand on étudie le départ des contribuables fortunés de France, bien difficile de voir un quelconque rapport avec les évolutions de la fiscalité. Donc, méfions-nous aussi des jugements hâtifs. En théorie, effectivement, l'exil fiscal est possible, c'est-à-dire que si on taxe les riches à la Piketty, à 90%, très certainement qu'il y a beaucoup qui partiront un peu, voilà, les émigrés de la révolution russe. En attendant, où se situe ce seuil à partir duquel on génère, Christian qui hoche la tête, où se situe ce seuil à partir duquel on génère de l'exil fiscal massif, ça reste à déterminer. Les opinions conservatrices vont plutôt nous dire que ce seuil se situe très bas et attention, dès qu'on veut taxer un riche, il s'en va. Historiquement, on a vu des choses qui étaient quand même pas si préoccupantes. Là, sur l'ISF en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au XXe siècle, ils ont énormément taxé les hauts revenus, des taux théoriques supérieurs à 90%. Bon, moi, j'ai pas de traces d'exil fiscal massif dans ces pays-là, donc ce n'est pas de l'impôt sur le capital, c'est de l'impôt sur le revenu, mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut faire sans qu'il y ait des conséquences particulièrement regrettables dont l'histoire se souvienne. Donc je vous enverrai moi ce que j'ai, la recherche que j'ai fait sur ce sujet. Donc dédramatisons. Et puis effectivement, c'est un risque, j'en conviens tout à fait. Ce qui est pratique, on va dire, avec la fiscalité progressive, c'est qu'on peut y aller aussi pas à pas, et on peut aussi augmenter la fiscalité sur les plus riches, les plus fortunés, progressivement, et se doter des outils pour observer ce que ça génère, se doter d'indicateurs pour voir s'il y a de l'exil fiscal, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça génère comme problème pour la nation, et ainsi de suite. Et comme ça, si on voit un moment que zut, comme un médicament, vous voyez, c'est-à-dire on cherche à régler un problème, ça génère des effets indésirables, et bien si on l'observe et qu'on est attentif à ça, on peut aussi à un moment s'arrêter, voire revenir en arrière, mais sur une base objective, et non pas sur une hypothèse non vérifiée qui serait, attention, dès qu'on taxe les riches, ils s'en vont. Voilà, je serais plutôt pour cette approche aussi un peu expérimentale, de s'autoriser, d'explorer des possibles, parce que l'enjeu est fort. L'enjeu, c'est que tout le monde dans ce pays puisse vivre bien de son travail, parce qu'on aurait allégé les fiscalités des plus modestes. Donc, plutôt pour avancer et se doter d'indicateurs pour infléchir notre direction si besoin. Il y avait Mickaël qui avait levé la main, mais Paco qui n'a pas encore parlé, du coup, il a levé aussi. Donc, je vais arbitrairement, sans contrôle démocratique, décider de donner la voix à Paco, puis après on aura Mickaël. Et puis, il y avait aussi des questions sur le chat auxquelles il faut répondre. Paco, c'est à toi, ton micro n'est pas allumé. Oui, autant pour moi. Merci beaucoup, Sylvain. C'était super intéressant et ça a le mérite d'ouvrir le débat. J'aimerais revenir, donc je me suis noté un certain nombre de remarques, questions. J'aimerais d'abord revenir sur la remarque de Mickaël sur la question de l'égalité des chances là-dedans. Alors, je trouve que c'est deux questions qui sont à la fois distinctes et intriquées. Et donc, je trouve ça intéressant de commenter leurs liens. Au premier ordre, je trouve que c'est deux questions qui sont distinctes parce que je trouve qu'il est assez significatif. Ce que j'ai le sentiment qui est assez important là, dans le sujet des inégalités telles que tu les as traitées, Sylvain, c'est qu'on est face à des inégalités où on a des emplois qui sont nécessaires, typiquement des emplois d'aide-soignants, d'accompagnement des enfants, etc. Et où on imagine bien que même dans une société où on donne ces chances à tout le monde, en fait, on aura besoin de ce genre de poste.
Et donc, je trouve qu'il y a un premier enjeu et donc, d'une certaine manière, on peut penser, j'ai tendance à penser, au premier ordre, ces deux problèmes comme distincts, parce qu'en fait, il y a un enjeu dans l'organisation sociétale et des inégalités entre les différents emplois, qui est que structurellement, on a besoin d'emplois différents, et donc l'accès à l'éducation ne réglera pas de lui-même, en tout cas tout seul, cet enjeu. Cependant, je trouve que l'enjeu d'égalité des chances est lié à celui-ci, et on peut y voir un lien d'un point de vue de la faisabilité politique d'un rééquilibrage du rapport de force. Et je pense que c'est quand chacun dans notre entourage, et en particulier dans les entourages des plus aisés, on connaîtra à la fois des gens qui gagnent bien leur vie et à la fois des gens qui gagnent moins bien leur vie en faisant des boulots qui sont tous les deux aussi pénibles, qu'on pourra avoir l'apparition d'un consensus sur le fait qu'en fait, deux boulots qui sont aujourd'hui pas rémunérés pareil, on devrait imaginer qu'il y a une remontée du niveau de vie des gens qui sont au SMIC. Donc ça, c'était mon premier point en lien avec la remarque de Mickaël et ta présentation, je trouve important à souligner. J'avais un deuxième point qui est de l'ordre de la remarque. J'ai des éléments de réponse, je ne suis pas complètement certain de ce que j'avance, mais j'avais une remarque par rapport à l'analyse que tu avais fait, Sylvain, du fait que les riches payaient moins de taxes parce qu'ils épargnaient plus. Alors, je suis plutôt en... Désolé, il y a mon collègue qui arrive. Oui, je ne suis pas forcément d'accord avec en tout cas cette explication qui correspond à dire que les riches consomment moins, dans la mesure où, pour moi, dans la manière dont je comprends la richesse, en fait, la richesse, c'est, on parle beaucoup d'épargne, mais en fait, cette richesse, l'épargne elle-même, c'est pour être consommée un jour. Donc, pour moi, le sens même de la richesse, c'est une capacité à disposer du travail d'autrui et en jouir via une utilisation. En revanche, là où je comprends autrement le fait que la taxe ne soit pas la même, c'est avec potentiellement deux explications. La première, c'est que souvent, quand on est riche, on dispose d'immobilier, et qu'en fait, l'immobilier, le fait de posséder une villa, c'est un actif qui nous rémunère en consommation, qui est le fait d'habiter cette villa, et c'est quelque chose qui n'est pas assujetti aujourd'hui à une TVA telle que quand on achète de quoi se nourrir. Et un deuxième élément, c'est ce que je tire il se trouve que j'ai eu Piketty comme prof, donc ça fait un lien avec ce que tu disais. Et un deuxième élément que je rapproche, c'est ce que disait Piketty, c'est que aussi les très riches, une manière de consommer leur richesse, c'est pas forcément avec des biens, mais aussi à travers de l'achat d'influence. Ça va être à travers l'achat de journaux, etc. Et donc, c'est pas quelque chose qui va être chez les plus riches, quelque chose qui va être directement taxé. Donc, ça, c'était quelques éléments. Bon, je suis pas complètement définitif sur ce que j'avance, mais ça peut être des éléments de réponse complémentaires. J'avais aussi une remarque question, c'est par rapport au ratio que tu as évoqué de 50% revenu du travail, 50% revenu du capital. J'avais en tête, moi, plutôt un ratio 2 tiers, 1 tiers. Et voilà. Chez les 1% les plus riches, hein, tu veux dire? Ah non, moi, c'est plus au niveau global. Au niveau global, dans l'économie. Alors, on ne s'est pas compris. C'est ce que, moi, à ma connaissance, dans l'économie, il y a un quart des revenus qui sont les revenus du capital. Après, c'est des infos qui datent d'il y a une dizaine d'années. Hein, donc peut-être des infos un peu plus récentes. Moi, ce dont je parlais, c'est chez les 1% les plus riches, l'ensemble du revenu de ce groupe-là est constitué à moitié de revenus du capital, à moitié de revenus du travail. C'est peut-être à ça que tu fais référence, parce que j'ai peut-être mal expliqué. Ok, ça marche. Oui, j'avais mal compris. Ok. Et puis, voilà. Et puis sinon, il y a quelques... Je me suis noté... Voilà, après j'ai des remarques mais un peu plus techniques, donc un peu moins intéressantes. Voilà pour mes remarques. Et merci encore pour ta présentation. Merci à toi, Paco. Je rebondis juste brièvement sur ce que tu as dit et je partage une bonne partie de ce que tu as dit. Sur l'épargne, c'est un peu étonnant parce qu'effectivement, on pourrait croire que les gens riches ils finissent quand même par consommer. Or,
En tout cas, la statistique ne donne pas ce résultat-là, et même à des niveaux en fait assez bas, hein, quand on a les enquêtes sur la consommation, Credoc, donc pas sur les ultra-riches, hein, mais sur peut-être le quart le plus aisé de la population, on voit bien que le taux d'épargne augmente très nettement avec le revenu. Il y a une idée de bon sens, peut-être qui serait de dire, enfin toi tu es économiste, je ne le suis pas, mais je pense que c'est la notion du triangle de Modigliani. C'est-à-dire, il y a un cycle de vie, on accumule jusqu'à un certain point de notre vie, et puis après, on dépense pour ces vieux jours. Et donc, au final, on a tout consommé. Et le revenu, la fortune, a permis d'augmenter son bien-être en consommant. La psychologie semble plus complexe que ça. Il y a aussi une volonté d'accumulation qui existe. Et on voit effectivement que, et c'est ce que dit Piketty, je crois, dans le Capital au XXIe siècle, que même des gens qui sont sans enfants et âgés continuent à accumuler pour accumuler. Donc, c'est étonnant, mais c'est une logique du capitalisme, hein, qui est aussi que c'est la vision que j'en ai. Tout ça, bon, c'est pas tellement à propos de l'argent en soi, puisqu'effectivement, si on ne consomme pas, ça sert à rien. C'est plus une dimension symbolique. Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai réussi dans la vie? Mon identité, voilà, je me situe à tel niveau, donc c'est un statut social, une compétition sociale à laquelle je participe en accumulant de l'argent qui me permet de me donner, en tout cas à mes yeux et sans doute aux yeux d'autres personnes, un statut élevé. Salut Michael, merci. Donc voilà, je pense que c'est un des ressorts psychologiques qui peut expliquer ce phénomène d'accumuler pour accumuler, qui fait qu'effectivement, de toutes les données dont j'ai connaissance, en tout cas, plus on est fortuné, moins on épargne. Il y a, alors Michael, du coup, n'a pas pu participer, il voulait encore dire quelque chose, mais on avait Pierre qui avait dit sur le chat tout à l'heure, c'est du coup sujet connexe, mais comment dire, c'est articulé avec... Ouais, Sylvain, ouais. je me permets de revenir sur ta dernière remarque. Ouais, vas-y. Rapidement, pour que tant que c'est chaud, ouais. ma réponse. Alors, j'ai une réponse très inorthodoxe à ce que tu dis là et qui peut paraître un peu déconnectée, mais j'ai tendance, enfin, c'est pour ça que je la formule, c'est parce que j'ai tendance à penser que le fait qu'il y ait des riches, si ces riches ne consomment pas, c'est pas grave. Dans la mesure où, pour moi, en tout cas, enfin, dans ma conception, on va dire, du fonctionnement de l'économie, la manifestation du scandale des inégalités se fait à travers la consommation parce que c'est disposer du travail d'autrui. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai ce prisme de lecture à travers notamment la taxation du capital, etc., de qu'est-ce que ça signifie en termes de flux de consommation. Et en particulier, je dis ça parce que après il peut y avoir des contraintes macroéconomiques qu'on se fixe sur endettement, etc., qui font dire que, en fait, on est gagnant à taxer ceux qui accumulent, parce que s'ils accumulent, ça veut dire qu'on doit être endetté derrière, etc. Enfin, je ne rentre pas dans le sujet. Mais donc, oui. Et donc, j'ai une tendance à penser que, notamment, là-dessus, je m'appuie sur un bouquin qui s'appelle La théorie monétaire moderne de Stephanie Kelton. Elle a sorti un bouquin à ce sujet récemment où elle dit l'impôt, en fait, c'est juste une manière d'être sûr que certaines personnes ne vont pas consommer dans l'économie. Et en gros, ma réflexion, c'est de se dire, notamment dans des optiques de transition écologique, si on va taxer les riches pour la transition écologique, la pertinence que je vois à taxer les riches pour financer la transition écologique, c'est de se dire, en fait, des gens qui travaillent aujourd'hui pour des riches, pour fabriquer des jets, etc., on va les faire travailler à fabriquer des éoliennes. Plutôt. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai ce prisme de lecture à travers la consommation et que je vois et que l'intérêt que je vois à taxer les riches, je le vois aussi par rapport aux consommations qu'ils auraient pu faire avec cet argent. Voilà. Pour être sûr de comprendre, ça veut dire que si tu taxes les riches, ils vont moins consommer? C'est ça que tu dis? Peut-être pas. Ce que je dis, c'est qu'il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est quelque chose qui est valable entre guillemets en économie fermée, donc dans laquelle je ne considère pas le fait que si moi je taxe mes riches, ça donne plus de ressources à la France, du coup il n'y a pas besoin de s'endetter, etc. Mais du coup, ce que je dis, effectivement, c'est que l'intérêt que je vois à taxer les riches, c'est pas tant l'intérêt à taxer un stock qu'ils n'auraient jamais consommé, parce que si jamais c'était ça, cet intérêt, j'aurais pu juste imprimer de l'argent pour faire ça. Et puis, bon, je ne rentre pas dans le fonctionnement de la banque centrale, etc. Je suis dans un mode très, très basique parce que je pense que c'est comme ça que c'est. Enfin, mais donc, je ne taxe pas les riches. Enfin, l'intérêt pour moi que je vois à taxer les riches n'est pas de se dire. Enfin, dans le monde aujourd'hui, dans un monde utopique, l'intérêt que je verrais à taxer les riches ne serait pas de dire je récupère de l'argent, c'est plutôt de se dire ma force productive de mon économie, je peux la mettre au service d'autre chose que des consommations ostentatoires.
Et de manière générale, dans le fonctionnement, dans la pensée, dans ma pensée, moi, de l'utilité d'une fiscalité qui lutte contre les inégalités, au cœur de cette pensée, j'ai l'idée que les inégalités, c'est surtout des inégalités d'appropriation des ressources et des inégalités d'appropriation du travail d'autrui. D'accord. Oui, ça enrichit le prisme. Et en plus, je pense qu'on s'en reparlera, mais ça m'intéresse cette vision que tu apportes. Du coup, sur donc la remarque de Pierre, puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, parce que j'avais dit 19h, 20h, puis tant mieux, on a des choses à se dire. Voilà, donc il a dit sur le chat, Pierre, l'hypothèse Piketty ou la tienne repose sur la qualité de la décision démocratique du pays. Or, on voit une dérive autoritaire. Je synthétise. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, passer par une nouvelle constitution et voilà, démocratiser plus l'ensemble? Enfin, c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure pour moi. Alors, du coup, c'est un sujet tout est lié, évidemment, mais on est sur un autre sujet. Mais oui, nouvelle constitution, après, pour moi, ce n'est pas indispensable, une nouvelle constitution. Moi, les choses auxquelles je pense, elles pourraient tout à fait consister en des modifications de la constitution existante, parce qu'il y a certainement des bonnes choses aussi dans la Ve République, mais moi, je n'ai pas de position très claire là-dessus. Pour moi, vraiment, en condensé, une démocratisation accrue, ça passe par donc la proportionnelle, pour que le Parlement soit véritablement représentatif du pays. La motion de censure constructive pour stabiliser, pour ne pas avoir les défauts de la proportionnelle, c'est-à-dire on ne peut renverser le gouvernement qu'en mettant un autre gouvernement à la place. Et donc là, du coup, c'est une carence de gouvernement, c'est ce qu'ils font en Allemagne. L'abolition de l'élection présidentielle, je pense que c'est une double légitimité, un parlement élu, un président élu au suffrage universel, ça ne fonctionne pas bien, et puis c'est assez archaïque cette idée d'un chef pour tout le monde. Pourquoi élire le président au suffrage universel? C'est un peu une curiosité qu'on a chez nous, je pense qu'on pourrait s'en passer. Évidemment, l'encadrement des lobbies, et puis quelque chose autour de l'usage du référendum. Enfin, quand on pense qu'on n'en a pas fait depuis 2005, et celui de 2005, il a même été piétiné ensuite par Nicolas Sarkozy et le Parlement de l'époque. Donc, il y a quelque chose à faire, que le peuple s'exprime aussi parfois directement, pas tout le temps, mais aussi parfois. Et la révocation des élus, je pense que c'est un complément, pas magique, je ne crois pas au grand soir démocratique, mais important pour démocratiser le pays. Il y a aussi, alors du coup je le prends en gros, et quelqu'un peut m'interrompre s'il le souhaite, sur le revenu universel, c'est Sylvie qui dit qu'en penses-tu? J'avoue que je n'y connais pas grand-chose au revenu universel, je ne me suis jamais énormément intéressé. Mon a priori là-dessus est pas extrêmement positif. Si Barthélémy est encore avec nous, il va hurler. Parce que ça représente des sommes d'argent gigantesques pour réaliser le revenu universel. Il me semble qu'avec ces sommes d'argent, si c'était gratuit, ça ne me dérange pas, mais d'une part, il y a un risque d'effet inflationniste que je ne maîtrise pas bien, mais qui m'inquiète un peu. Et avec ces sommes d'argent, si on a 200 milliards d'euros sur la table, on peut faire énormément de choses. On peut faire la transition écologique, on peut faire la retraite à 60 ans, les 32 heures, on peut faire de l'aide publique au développement, c'est un sujet moi, qui me tient à cœur, c'est-à-dire il y a 800 millions de gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Si j'ai 200 milliards d'euros, peut-être que je penserai à eux. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cet argent. Pour moi, le revenu universel, ça arrive un peu bas dans la liste des priorités. Pour l'instant, c'est ça que j'en pense. J'ai dit un peu 2-3 choses à l'emporte-pièce. Et on a Patricia qui est reparti. J'espère que j'ai rien oublié, en tout cas, parmi les sujets qui ont été soulevés. Je vois Pierre qui s'allume. Avec la vie. Pierre, tu as activé ton micro? Tu m'entends là? Ouais, moi je t'entends. Oui, non, c'est ma remarque par rapport à la décision publique démocratique, elle est effectivement, on peut l'aborder de deux manières, soit de ta manière en disant que ce n'est pas un préalable, que tout peut se faire par de la réforme. Je pense que l'histoire récente démontre que non. Ouais.
que en fait, sans parler de grand soir démocratique, il faudra passer forcément par une rupture avec la tendance actuelle. Et quelle forme elle peut prendre, cette rupture, tu dirais? Je ne sais pas quelle forme elle peut prendre. On a vu des tentatives, les tentatives comme celle des Gilets jaunes. On a vu des tentatives comme celle de la résistance à la réforme des retraites. Pour l'instant, ces tentatives ne se sont pas structurées, n'ont pas été suffisamment efficaces, n'ont pas pris les décisions qu'il fallait prendre. On peut les voir comme des rampes d'essai vers quelque chose qui devra être plus structuré pour arriver à imposer effectivement une réforme de la décision publique qui soit plus conforme à la décision du grand nombre, plutôt qu'à la décision d'un seul. La tendance aujourd'hui, en tout cas en France, mais aussi dans beaucoup de pays, est d'aller vers la décision d'un seul. Ce qui ne va pas dans le sens, et ce un seul étant commandité par justement les forces qui n'ont pas intérêt justement à réduire les inégalités, je ne vois pas comment est-ce que la décision dans les pays comme les nôtres pourrait aller dans le sens de la réduction des inégalités. Donc, il te semble, toi, que le mieux ne pourrait pas passer, par exemple, par la voie électorale. Ce serait bloquant. La voie électorale, on voit qu'elle ne sert à rien aujourd'hui. Historiquement, il me semble qu'elle a eu des effets. C'est pour ça que j'ai tendance à pas être sur ce même positionnement, parce que, tu vois, récemment, je me suis intéressé au Front populaire. Oui, et depuis 2005. Depuis 2005. Oui, mais là, je pense à de simples élections, tu vois. On a 1936, le Front populaire, les grèves massives, et donc des progrès révolutionnaires ou quasi révolutionnaires qui adviennent. Je pense tout le monde n'a peut-être pas la même perception de l'importance historique de ces événements, mais la semaine de travail passe de 48 heures à 40 heures. Gigantesque. Ça fait hurler les possédants, ça fait hurler beaucoup de gens. Les congés payés, 2 semaines par an payés à ne rien faire, c'est quand même gigantesque. Et donc ça passe à la fois par la voie électorale et par la mobilisation massive des grévistes, certes dans un contexte où l'URSS fait figure d'épouvantail, et donc c'est aussi la crainte de la violence et de la révolution armée qui fait reculer le capital, j'en conviens. Mais au bout du compte, ça se fait pacifiquement, on évite la violence. Oui, mais c'est peut-être c'est peut-être vers ça qu'il faut tendre aujourd'hui, oui. Mais ça signifie un certain nombre D'abord, le contexte historique n'est pas le même. Le vote aujourd'hui ne se passe plus du tout de la même manière. Il est hautement peu fiable, je dirais, hautement peu fiable, une mauvaise expression. Du fait de la grosse désaffection de la population pour le vote, justement, donc de la très forte abstention, et du fait qu'une position minoritaire peut devenir très facilement majoritaire. Oui, type, il y a 15% d'électeurs macronistes et ces 15% dictent la politique de la nation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que les forces du capital tiennent une grande partie des médias et que le vote se fait aujourd'hui beaucoup par l'influence médiatique. Alors moi j'ai une réponse qui me vient, l'union de la gauche. Oui, bien sûr. Ça te laisse sceptique. Non, c'est évidemment une des pistes, mais pour l'instant, on ne la voit pas se faire. De la même manière qu'on ne voit pas pourquoi une intersyndicale super constituée qui arrive à
à mobiliser pendant des mois des millions de personnes, n'arrive pas à passer le cap de la décision de la grève générale. Est-ce qu'on est suffisamment, est-ce que les victimes des inégalités sont suffisamment affamées aujourd'hui pour qu'on en arrive à prendre des décisions qui vont aller dans le sens de la réduction des inégalités? Est-ce qu'on n'est pas dans une société où, après tout, c'est pas si pire, quoi? Et ça, c'est un des effets regrettables de la constitution d'une classe moyenne, par exemple. C'est-à-dire que quand tu as une société avec des rentiers et des miséreux, effectivement, c'est les 99% qu'on fait 1%. La situation est claire au niveau des intérêts, et donc la propriété, c'est le vol, et je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de lutte des classes absolument évidente et extrêmement vive. À partir du moment où la propriété se diffuse, à la fois c'est une bonne chose, et en même temps, effectivement, ça va ramollir la contestation sociale, puisque il y a des gens qui ont intérêt à conserver l'inégalité, en tout cas celle dont ils bénéficient. Il y a des gens qui ont intérêt à conserver la propriété dont ils bénéficient. Donc, effectivement, la situation, le clivage de l'ancien temps n'est plus vif autant qu'il l'était. En tout cas, parce qu'on pourra continuer longtemps, mais on va se terminer là-dessus. En tout cas, la réflexion la réflexion est intéressante sur cet aspect-là d'un futur fiscal pour quand on pourra effectivement envisager ce type de proposition, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il est même pas envisageable. Aujourd'hui, dans l'état des forces actuelles, quoi. Voilà, ce que je retiens parce qu'il y a une dimension rapport de force, notamment électorale, mais plus profondément, ce que je retiens de ta contribution, c'est la notion peut-être que le système, pour ce que ça veut dire, tel qu'il est fait actuellement, le changer est structurellement défavorable à la réduction des inégalités. Et donc, changer la donne démocratique serait un préalable pour véritablement réduire les inégalités. Je me permets de résumer ton propos. Oui, tout à fait. Oui, ça revient à ça. Ben, voilà, je vous remercie à nouveau pour cet échange. Et puis, on se reparle à d'autres occasions, puisque je vois qu'il ne reste plus que des gens que je connais, en tout cas par d'autres biais. Et puis, merci pour votre attention. Je vous envoie le replay quand c'est en ligne, avec également l'article que j'ai écrit sur l'exil fiscal qui approfondit les échanges qu'on a eus, qui donne plus en détail la réflexion que j'ai développée là-dessus. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, bonne soirée, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Salut. Au revoir.